Nous sommes en 1935, à New Carlisle, en Gaspésie. À la radio CHNC, une nouvelle voix infantile résonne dans les maisons du coin. Cette voix, qui remplace alors l'animateur principal de la station, c'est celle de René Lévesque, 13 ans. Au bout de nos jours, les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Né en 1922 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, René Lévesque vit ses premières années à New Carlisle, au sud de la Gaspésie. Jeune, Lévesque n'est pas un enfant facile. Il est curieux, expressif et bagarreur. Il s'exprime mieux que les autres enfants et se démarque par son intelligence et sa maturité précoce. À 8 ans, Lévesque peut lancer des phrases à ses amis comme « Si ça arrive, je saurai à quoi m'en tenir ». Il est en effet très rare qu'un enfant, surtout en 1930, ait un si bon vocabulaire. À sa première année au séminaire de Gaspé, René, âgé de 11 ans, dévore des dizaines de livres de grands auteurs, notamment Jules Verne et Maurice Leblanc, au point d'être un peu rejeté par ses collègues qui le trouvent étrange. Il passa 4 ans dans cette école avant qu'une tragédie change sa vie à tout jamais. En 1937, à l'âge de 42 ans, le père de René Lévesque, Dominique, meurt d'une maladie qu'il traînait depuis des années. C'est une épreuve difficile pour Lévesque, qui considérait son père comme son héros, son exemple. Sa mère, maintenant veuve, ne souhaite pas vivre plus longtemps seule. Elle marie rapidement un nouvel homme et quitte alors la campagne pour Québec. À Québec, René Lévesque commence à s'intéresser à une nouvelle passion, beaucoup moins intellectuelle que la lecture cette fois-ci, la drague. L'été, il se rend sur les places publiques et court après les filles. L'hiver, il affectionne particulièrement les patinoires. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre Louise Lheureux, fille du rédacteur en chef de l'Action catholique, le quotidien préféré des ruraux de l'époque. Malgré qu'il n'a Dieu que pour elle à ce moment-ci, René continue de jouer au séducteur, tel il le fera toute sa vie. Scolairement, faut dire que son arrivée à Québec n'est pas du tout concluante. Complètement désintéressé, lui qui n'acceptait pas d'être deuxième de classe termine dans les pires résultats de son groupe, se faisant même expulser d'un peu plus tard de l'établissement. La mère de René Lévesque, elle, souhaite encore par-dessus tout que son fils devienne avocat, comme son père, même si le fils n'en voit pas l'intérêt. En 1941, il s'inscrit alors en droit à l'Université Laval à Québec, guidé par sa mère. René ne s'intéresse alors que très peu au droit, surtout qu'une nouvelle occupation l'intéresse beaucoup plus. Durant ses années en droit, René Lévesque tente l'univers journalistique à Québec. Durant ses années d'études universitaires, René foule les bureaux de la station CKCV et CBV, l'ancien Radio-Canada, en étant reporter remplaçant dû à la guerre. Il occupe des postes de reporter médiocres mais guidé par la passion. C'est ainsi qu'il rate de plus en plus de cours pour aller au micro. Peu de temps plus tard, il quitte la faculté de droit en décembre 1943 n'ayant aucun diplôme en poche, au grand désarroi de sa mère et sa famille. Même si sa mère n'est peut-être pas d'accord, forcé d'admettre que René Lévesque impressionne. Bien qu'il n'ait pas une voix mielleuse, il possède un talent de communicateur incroyable. En 1944, Lévesque devient correspondant de guerre pour l'Office of War, le média qui relatait l'info de guerre. Bilingue, Lévesque s'illustre. Couvrant la guerre en français et en anglais, il se déplace sur le terrain. En 1945, il se déplace avec les troupes alliées. Il découvre l'Europe, passant de la France à l'Autriche, de l'Italie à l'Allemagne. René Lévesque fait face à l'enfer. Arrivant dans le camp d'Achau le jour de la libération, il parle dans le cauchemar. Il relate. Puis,
peut-être le souvenir le pire de la fin de la guerre. C'était quelques jours avant ce 8 mai. Cela a été l'ouverture du camp de concentration de Dachau, une espèce de cauchemar vivant qui faisait vomir. Il revient au pays en 1946, perturbé mais plein d'expérience. Dès son retour, René rejoint Radio-Canada et c'est un franc succès. Par contre, 5 ans plus tard, il repartit, cette fois-ci pour couvrir la guerre de Corée. Nouvellement marié et père de jeunes enfants, sa femme s'oppose à ce nouveau périple dangereux et pas très bon pour ses enfants, qui manqueront cruellement de figure paternelle. Mais René est têtu et décide de partir quand même, laissant sa femme seule. À son retour de guerre, l'évêque entame une carrière télévisuelle en devenant reporter et journaliste culturel. Le paroxysme de sa carrière journalistique restera sans doute l'émission Point de mire, où l'évêque, seul avec son tableau, relate et vulgarise l'actualité internationale tout en fumant comme une bonne cheminée. Je vous laisse avec quelques bons extraits de l'émission qui durera 3 ans et qui connecta alors le Québec au reste du monde. Les Noirs en sont privés pour la plupart, ou s'ils osent le demander, ils sont intimidés. Ils sont parqués dans des taudis la plupart du temps, leurs enfants dans les écoles les plus misérables. Et c'est ainsi qu'on peut dire que, tout compris, ils n'avaient pas avancé dans l'ensemble de plus qu'un pouce ou deux depuis la fin de la guerre civile. 1 million d'Européens d'origine française, italienne ou espagnole. Or, il y a 4 ans, en 1954, chez les musulmans d'Algérie est apparu ce phénomène central de l'après-guerre, le nationalisme intraitable et vite impitoyable des hommes qui ont vécu longtemps sous la domination d'autrui. La carrière médiatique de René Lévesque se terminera dans la tumulte entre les hauts dirigeants de Radio-Canada, anglophones, et ses employés au Québec, francophones, créant une grève générale. René Lévesque sera le porte-étendard de la cause des employés, sans même qu'il ne le veuille. Ce point tournant dans la vie de l'évêque l'oriente vers la politique. Pour vous résumer le conflit, 75 réalisateurs cherchant à obtenir une représentation demandent un syndicat. Ils finiront par l'obtenir en fin mars 59, après plus de 2 mois de négociations. Durant ces 2 mois, l'évêque développe sa pensée nationaliste, se rendant compte de l'infériorité des Québécois dans le reste du Canada. C'est vers ces années-là que la légende s'écrit. C'est au peuple du Québec de décider d'arrêter d'abord d'écouter des discours sans lendemain comme on le fait. En 1960, René Lévesque devient député libéral dans Montréal-Laurier sous la direction de Jean Lesage. La Révolution tranquille est en marche et Lévesque, dans son rôle de ministre des Ressources naturelles, devient une figure montante du gouvernement. Son objectif est simple, faire du Québec une province plus autonome, une province qui prend en main ses ressources naturelles. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. L'une de ses premières grandes réussites, et pas des moindres, est la nationalisation de l'hydroélectricité. Le projet n'est pas simple, mais l'évêque y croit dur comme fer. À ses yeux, Hydro-Québec doit être une entreprise publique, contrôlée par les Québécois, pour éviter que nos ressources ne tombent sous le contrôle d'intérêts étrangers. Le projet est audacieux et ne manque pas de susciter des réactions. L'évêque, cependant, ne se laisse pas démonter. Il est conscient qu'il faut parfois bousculer les choses pour changer le cours de l'histoire. À l'époque, certains le traitent de rêveur, mais il sait déjà qu'il est sur la bonne voie. Cependant, malgré le succès, l'évêque commence à sentir une divergence de plus en plus marquée avec la direction du Parti libéral. En effet, des débats éclatent entre Lesage et l'évêque. L'idée de l'indépendance du Québec lui semble toujours plus nécessaire, et il comprend qu'en restant dans ce parti, il ne pourra pas faire avancer cette idée aussi loin qu'il le souhaite. En 1967, après plusieurs années de loyaux services, il quitte donc le Parti libéral, à la grande surprise de tous. Ce moment devient un tournant dans sa carrière, et à partir de là, il devient un homme libre, capable de poursuivre son rêve, sans être contraint par les compromissions d'un vieux système politique.
En 68, René Lévesque fonde le Parti québécois, un parti qui incarne sa vision d'un Québec souverain. À l'époque, cette décision semble folle. Beaucoup n'envisagent même pas la possibilité d'un Québec à l'extérieur du Canada. Cela paraît inimaginable. Pourtant, Lévesque ne fléchit pas. Il devient rapidement un leader, captivant ceux qui partagent sa vision, mais aussi une grande partie des redouteurs. Dès la fondation du PQ, il sait que l'indépendance est un projet à long terme et qu'il ne peut y arriver seul. Il a besoin du peuple. Il commence alors à construire, pierre par pierre, un mouvement qui prendra de l'ampleur dans les années à venir. Les premières années du PQ ne sont pas faciles. Les résultats électoraux sont modestes, mais Lévesque, toujours aussi déterminé, continue de prêcher pour sa cause. Il voyage à travers la province, rencontre les gens et commence à les convaincre que le Québec doit se prendre en main. Ça fait 6 ans qu'on l'attend. Aujourd'hui, son heure est sonnée, c'est à son tour à passer. Avant, nous autres, on n'avait pas de chance, étant donné que la finance bourrait ça. Mais aujourd'hui, sa finance est à la baisse. Ça fait à peu près 6 ans qu'il nous néglige. C'est à notre tour de négliger. Il ne veut pas d'un Québec soumis à la tutelle d'Ottawa. Ce n'est pas simplement une question de politique économique, mais de fierté nationale, de nationalisme. Il faut que le Québec soit une nation indépendante. Il faut que le peuple québécois puisse choisir son propre destin, sans que d'autres le décident à leur place. C'est en 1976, après des années de travail acharné, que René Lévesque voit son rêve se réaliser, du moins en partie. Le Parti québécois remporte les élections provinciales et Lévesque devient premier ministre du Québec. Radio-Canada, à 8h40, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Le choc est immense. Les Québécois viennent de confier les rênes de la province à un gouvernement souverainiste. Ce soir-là, Lévesque prend la parole devant la foule qui l'acclame. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Une de ses premières actions en tant que premier ministre sera de faire adopter la loi 101, une législation visant à protéger et promouvoir le français au Québec. Pour Lévesque, il s'agit d'un geste fondamental, une manière de montrer au monde que le Québec est une société francophone et fière de l'être. La loi suscite des débats houleux, mais Lévesque, toujours aussi convaincu de la nécessité de cette réforme, ne cède pas. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, au téléjournal, le Québec est officiellement unilingue. Les opposants la qualifient de fermeture, de repli sur soi, mais pour Lévesque, il ne s'agit que d'affirmer la place du français dans toutes les sphères de la société. Mais tout ceci n'était qu'un prélude. En 1980, René Lévesque fait face au plus grand défi de sa carrière, le référendum sur la souveraineté association. Après des années à militer pour l'indépendance, il est enfin temps de poser la question aux Québécois. Doivent-ils se séparer ou non du Canada? La campagne est intense, parfois même enflammée. Lévesque ne ménage pas ses efforts pour convaincre la population que la souveraineté est la voie à suivre. Il parle de liberté, d'indépendance, d'un avenir où le Québec serait maître de ses décisions, où ses ressources, sa culture et ses lois seraient entièrement entre ses mains. Mais malgré toute la passion qu'il met dans cette campagne, le référendum se solde par une défaite. Le non l'emporte avec 60% des voix. La défaite est amère, mais pour Lévesque, elle ne signifie pas la fin du combat. Au contraire, il sait que la question de l'indépendance a été mise sur la table, qu'elle a été débattue de manière sérieuse et que le rêve est toujours vivant. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. En 1985, poussé par quelques ministres, il remet sa démission dans une lettre. Pendant son règne,
Notons que l'évêque implanta par ailleurs des mesures en assurance automobile, en zonage de terres agricoles et dans la corruption politique. Outre ces mesures, M. l'évêque aura été un homme vrai et proche du peuple et capable de le rassembler. En 1986, René Lévesque revit les joies du journalisme. Il arrive à la radio CKAC de Montréal et parle d'actualité durant 2 années. Aussi, Lévesque écrit une autobiographie nommée « Attendez que je me rappelle », qui fut un véritable carton et qui remit l'homme sous les projecteurs. Mais tout ça, pas pour très longtemps. Le 1er novembre 1987, tout le Québec est en deuil. René Lévesque meurt d'une crise cardiaque soudaine pendant la nuit, laissant derrière lui toute une nation. René Lévesque aura le droit à des funérailles nationales où plus d'une centaine de milliers de personnes lui disent adieu pour la dernière fois. On chantonna cette journée-là le dernier. L'histoire de René Lévesque, c'est l'histoire d'un homme engagé, vrai et séducteur qui a su rallier un peuple entier à sa cause. Il adorait le Québec et le Québec l'adorait. C'est l'homme qui nous a donné envie d'être Québécois, qui nous a ouvert les yeux sur le monde et sur nous-mêmes. René Lévesque, c'est un homme et son rêve qui, à l'aide de son franc-parler, nous a permis d'y croire pour le futur. C'était l'histoire de René Lévesque. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore.